Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série, dans la saison 3 d'Histoire en série qui en est à ses débuts. Alors on a fait de la socio dans les premières émissions, on est parti à 3 dans cette saison 3. Aujourd'hui on va aller dans un pays qu'on a très peu encore étudié à travers Histoire en série. Je suis très content de recevoir aujourd'hui Julia Roumier. Bonjour Julia. Bonjour. Alors, Julia, vous êtes maîtresse de conférence HDR, donc habilitée à diriger les recherches sur l'Espagne classique. Vous faites partie du laboratoire Améribert de l'Université de Bordeaux-Montaigne, dont on a déjà reçu quelques éminents collègues. Vous êtes une ancienne élève de l'ENS-LSH, agrégée d'espagnol et docteur en section 14 et 21. Donc, vous avez fait des études médiévales hispaniques. Vous travaillez sur les représentations de l'étranger, les récits de voyage et de pèlerinage, l'écriture de l'expérience de l'élaboration d'un savoir sur le monde et l'autre. Donc, vous avez aussi travaillé notamment sur les biographies chevaleresques, la consommation ostentatoire, le costume et l'alimentation. Et donc, je disais, en vous présentant, Julia, je suis très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que on va parler de l'Espagne, ce beau pays de l'autre côté des Pyrénées qu'est l'Espagne, et vous avez choisi de commencer cette émission pour ça, c'est très intéressant, qui connaît depuis un certain temps un vrai renouveau dans le domaine de la série, des séries, notamment bien sûr, vous allez nous le dire avec la Casa de Papel, mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en Europe, l'Espagne, ça fait partie des grands pays producteurs de séries. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai vu que dans votre programmation, il y a beaucoup forcément de séries anglophones dont on a l'impression qu'elles dominent fortement le marché, mais il y a l'irruption de nombreuses séries en espagnol qui commencent à intéresser beaucoup plus tous les publics non hispanophones. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une série qui, en tant qu'historienne, m'intéresse parce que ce sont des voyages dans le temps, mais c'est vrai qu'on peut la resituer dans tout un mouvement de séries qui pourrait émerger à partir du début des années 2000 avec Cuéntame Cómo Pasó, qui est une série qui parle justement de la fin du franquisme, d'une famille normale, de classe moyenne à la fin du franquisme. Et il y a tout un mouvement de séries qui s'est développé par la suite, qui permettent de voir une nouvelle génération à l'œuvre. On parle de la génération de los nietos, la génération des petits-enfants. Donc, c'est cette génération qui n'a pas vécu le franquisme et qui souhaite à présent affronter justement les questionnements du passé. On a eu une dictature jusqu'au milieu des années 70 avec une transition démocratique qui n'a pas vraiment laissé la possibilité de creuser ou de faire émerger les vérités, de punir forcément. On a eu que seulement très récemment, on va dire, les fosses, les charniers, les massacres qui commencent à être davantage creusés et mis à jour. Et donc, effectivement, ça a vraiment un lien avec cette façon de considérer l'histoire dans ces séries. Alors, la série dont je vais vous parler, donc ça va être El Ministerio del Tiempo, qui parle de voyage dans le temps, mais on peut la resituer par rapport à plusieurs autres séries, comme par exemple Isabelle, une série qui a commencé en 2012 jusqu'en 2014 et qui revisite le règne, en particulier de la reine Isabelle, les rois catholiques, on est à la fin du XVe siècle, et qui a connu un énorme succès et qui nous montre vraiment cette envie d'explorer la mémoire historique et de la partager au niveau national. Et donc, vous citiez aussi les séries qui, venant d'Espagne, gagnent beaucoup de visibilité à l'échelle mondiale, donc comme La Casa de Papel. C'est un autre exemple un peu différent, un peu plus dans le divertissement cette fois, et qui n'a pas peut-être cette dimension historique, mais tout de même une dimension politique aussi. Voilà. Vous aviez effectivement, Julia, évoqué à l'instant une série, Isabelle, qui est une série sur les rois catholiques, sur la reine catholique en particulier. Je renvoie les auditeurs et auditrices à une émission spéciale qu'on a fait sous la direction d'Élodie Conti, où justement des collègues doctorantes en histoire ont présenté plusieurs séries européennes et cette série-là espagnole, qui est très très intéressante. Et je pense, alors je vous fais un petit appel du pied, peut-être un jour, ça serait intéressant de faire une émission beaucoup plus longue dessus parce que il y a énormément de choses à dire et on voit bien, d'après ce qui s'était dit dans l'émission, que à travers la série, paraît
un certain renouveau historiographique qu'on peut-être on peut commencer aujourd'hui à évoquer ensemble. Julia, on verra ça un peu plus loin. J'aurais aimé en premier que vous nous racontiez, avant de faire le pitch de la série lui-même, que nous racontiez en quoi cette série, El Ministerio del Tiempo, est une série qui est très très originale. Alors effectivement, le lien est fort avec la série Isabelle, puisqu'on va être sur une création des frères Pablo et Javier Olivares, qui sont aussi donc à l'origine de la série Isabelle, mais j'y reviendrai. Cette série qui s'appelle donc Le Ministère du Temps, elle croule sous les nominations, hein, avec plus de 16 nominations, 15 récompenses, les acteurs aussi ont été primés, donc il y a eu vraiment une vraie rencontre avec le succès et le goût du public. Mais c'est surtout une série qui commence en 2015, la télévision publique espagnole, quelque chose d'assez simple. Et finalement, c'est surtout dans sa genèse qu'on trouve quelque chose de très original, puisque Pablo Olivares était atteint très gravement de sclérose en plaques. Et finalement, il décède avant même que la série ne soit créée, puisqu'il décède en 2014 à 49 ans. Il était paralysé sur toute la fin de sa vie et il a donc créé cette série, il a dicté le synopsis à travers un logiciel spécifique qui décryptait ces clignements d'yeux et qui ont permis de pouvoir mettre en place le synopsis et la série, les personnages. Il a tout créé et il a pu apparemment, juste avant de mourir, il a pu voir un tout premier essai d'épisode pilote, mais voilà, il était vraiment malheureusement pas présent pour la diffusion de la série, il n'a pas pu voir ce beau succès. Mais ça fait partie aussi de l'histoire de cette série où c'est donc deux frères ensemble qui sont donc aussi impliqués dans d'autres programmations, comme Isabelle, je le disais à l'instant. Alors, ça serait peut-être, Julia, le moment d'aller peut-être plus en détail sur une présentation un peu plus approfondie, un synopsis de la base de cette série, parce qu'on a compris, avec les voyages dans le temps, on va faire des allers-retours dans des grands moments de l'histoire d'Espagne. On va rencontrer aussi, vous avez évoqué Isabelle, mais il n'y a pas qu'elle, des grands personnages de l'histoire de l'Espagne, mais aussi à travers eux, de l'Europe. Je pense notamment à Napoléon, par exemple. Tout à fait. Alors, vu le passif très fort entre la France et l'Espagne, tout de suite, Napoléon, ça prend une dimension. On pourra en reparler. Chaque épisode va nous permettre effectivement d'être dans un épisode clé de l'histoire espagnole, dans un moment historique important, avec des personnages qui font partie de la culture européenne. Je pense au Cid, à Lope de Vega, Lázaro de Tormes avec la littérature picaresque, Cervantes. On va avoir vraiment les grandes raisons les grands chefs-d'œuvre de la culture espagnole. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est cette qualité didactique de la série qui s'attache très fidèlement à reproduire les événements dans leur décor, dans les costumes et même dans le langage qui est employé par les différents personnages. Alors, pour présenter un petit peu la série plus en détail, El Ministerio del Tiempo, c'est une série où un ministère tenu secret, se charge d'envoyer des agents dans différentes époques historiques afin d'intervenir pour éviter que ne soit modifié le cours de l'histoire. C'est principalement l'idée qui ressort. Donc, on pourra parler ici d'un certain immobilisme un peu inquiétant, on pourra en reparler. Mais en tout cas, ce ministère, d'après la série, a été créé sous le règne justement de la reine Isabelle. Je rappelle ici qu'en plus, les clins d'œil sont constants. Il y a beaucoup d'intertextualité dans cette série. Et donc, la reine Isabelle, dans la série Ministerio del Tiempo, elle va être jouée par la même actrice que dans la série Isabelle, par exemple, pour montrer un petit peu ces liens. Et donc, c'est la reine Isabelle, justement, qui aurait créé ce ministère après la découverte d'un ouvrage à moitié détruit lors d'un incendie. C'est un livre réalisé par un rabbin juif, un livre qui détiendrait le secret de portes qui permettent de communiquer chacune avec un moment spécifique du passé. Donc c'est assez intéressant de voir que déjà, nous ne sommes pas du tout dans l'esprit usuel de cette science-fiction scientiste avec des machines, des explications. Ici, effectivement, le moyen du voyage n'est pas exploré outre mesure. On a ces portes et plutôt que d'être dans une technologie ou une technique, on est vraiment sur quelque chose d'assez mystérieux, d'assez ésotérique avec l'image du rabbin qui gardait ce livre dans une synagogue de Tolède. On est sur vraiment une espèce de berceau de l'identité chrétienne multiculturelle, multiconfessionnelle avec ce personnage
dont le secret est très recherché, l'Inquisition le torture pour essayer d'obtenir le secret de ce livre qu'il faut à tout prix protéger justement pour qu'il ne tombe pas dans de mauvaises mains. Donc on va avoir en particulier 3 héros, une triade assez caractéristique des récits de voyage, des récits d'aventure, pardon. 3 personnages qu'on va vraiment suivre de très près au départ, qui vont être 3 héros venus de 3 périodes historiques totalement différentes et qui sont unis dans une équipe d'intervention pour permettre de maintenir le fil historique cohérent, empêcher des modifications qui sont en particulier dues à des groupes terroristes qui souhaitent intervenir sur le passé. Mais on suit en vérité tout un ensemble, une dizaine de personnages qui sont différents agents du ministère. Donc on va avoir, et c'est assez intéressant, des personnages qui sont des hommes ou des femmes, des personnages plus ou moins âgés. On a toutes sortes de facettes sociales. C'est très cohérent dans la façon de vouloir recouvrir les différents champs de la société dans cette série. C'est un autre aspect intéressant. Et donc, dans ces personnages qu'on suit, on a des personnages historiques qui ont réellement existé, comme un très grand militaire, Ambrosio Spinola, qui joue un très grand militaire dans la série. On a Cervantes, on a Velázquez, par exemple, qui est aussi un agent du ministère. Il est chargé en particulier de tout ce qui va être lié au dessin. Donc, il va faire des portraits robots aussi, ce qui donne une touche très comique, puisqu'il veut tout le temps rencontrer les grands peintres des autres époques qu'il n'a pas pu connaître, que ce soit Picasso ou Goya. Donc, ça crée des moments qui sont, pour quelqu'un qui aime la culture, aussi un grand moment de plaisir et de connivence. C'est sur ça que joue la série, puisqu'on va se rencontrer des personnages qui n'ont pas pu se rencontrer. Dans les autres agents, on a des personnages fictifs, en particulier donc les 3 agents principaux que nous suivons lors de cette mission sur le terrain à chaque fois. Et donc, on va avoir en particulier, je pense à un personnage qui est Alonso de Entre Ríos. C'est un soldat. Il est interprété par Nacho Fresneda. Il vient du XVIe siècle, où il était dans l'armée de Flandre, et finalement, le ministère va le sauver d'une exécution injuste, alors qu'il ne le méritait pas. Il était condamné à mort pour justement avoir essayer de sauver la vie des hommes sur le terrain. Et donc, il va être sauvé de la mort pour devenir agent du ministère. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, déjà, c'est qu'il incarne justement une société du passé. Finalement, c'est des valeurs conservatrices, assez machistes. Il a du mal avec l'autorité des femmes, mais en même temps, il est un fervent défenseur de l'honneur, du patriotisme. Et donc, on va avoir ce personnage qui représente le conservatisme et qui va rentrer en dialogue et en conflit avec d'autres personnages de la série. C'est ça qui est vraiment intéressant, puisque finalement, la série a pour but de présenter toutes les Espagnes, dans une idée de pluralisme et de dialogue. Vraiment, c'était Javier Olivares qui le dit. Il s'agit de représenter l'Espagne traditionnelle, la moderne et l'Espagne sceptique, donc de mettre en dialogue les différentes identités, les différents courants de pensée. Donc évidemment, tout de même, en montrant bien qu'il a plutôt tort, ce personnage conservateur, il faut l'avouer au fil de la série. Donc, Alonso de Entre Ríos, ce soldat, il est intéressant aussi. Comme je le disais, il y a une forte dimension intertextuelle. Il y a beaucoup de références sans arrêt dans la série qui sont des clins d'œil qui permettent aussi aux spectateurs de se sentir complices. C'est des phénomènes de connivence. Il est très fortement assimilable et assimilé explicitement dans la série à un personnage de roman qui s'appelle le capitaine Alatriste. C'est une création de l'écrivain espagnol Arturo Pérez Reverte et c'est un roman qui se passe au siècle d'or. Il y a eu aussi un film en 2006 et donc vraiment on retrouve beaucoup de traits propres à ce personnage qui est traité explicitement à la triste dans la série. Donc on voit vraiment que c'est une sorte de figure clé, le mythe du héros du roman de KPDP, à la fois viril et machiste, si on peut le résumer ainsi. Les autres personnages de ce trio permettent de créer vraiment un choc d'identité, puisqu'on va avoir Amelia Folk, qui est interprétée par Aura Garrido. C'est une femme de 25 ans, instruite, cultivée, qui vient du 19e siècle. Elle est très en avance sur son époque, puisque c'est une des premières femmes à entrer à l'université. Et en fait, son personnage s'inspire très précisément de personnages réels, ceux de Concepción Arenal et d'Elena Maceras. Tout ça, on peut en trouver des détails dans le dossier de Venta, qui est un dossier fourni par Javier Olivares sur la série, où on trouve vraiment les inspirations, les sources historiques utilisées, des fragments d'archives, etc. Donc, c'est vraiment un complément très intéressant qui montre tout le travail de recherche. Donc, pour préciser ce personnage d'Amelia Folk, elle est basée sur Concepción Arenal, qui est une femme espagnole qui est entrée à l'université au 19e siècle en se déguisant en homme, et qui ensuite s'est tournée vers le journalisme et la littérature, et qui a écrit
une œuvre féministe en 1869, La femme de l'avenir. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'égalité homme-femme, et on peut imaginer tout de suite que ce personnage va être à une rencontre pleine d'enseignements pour notre militaire du XVIe siècle, qui va devoir apprendre un petit peu à respecter cette autorité féminine, puisqu'en fait, le personnage de Amelia dans la série, justement, c'est celle qui détient le savoir. Très clairement, c'est le cerveau, et en raison de son éducation et de son intelligence, tout simplement, elle est capable de décrypter le vrai du faux, ce qui est très utile dans une série où on joue sans arrêt sur des références et sur des épisodes historiques dont il faut connaître les acteurs et le cadre pour un petit peu ne pas commettre de faux pas. Donc c'est elle qui va diriger l'équipe généralement. L'autre personnage du trio, ça va être justement le personnage sur lequel va pouvoir s'identifier le téléspectateur. C'est Julián Martínez, interprété par Rodolfo Sancho. C'est un infirmier de Madrid du XXIe siècle. C'est l'unique membre de la patrouille qui appartient au temps présent, puisqu'il vient de 2015. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier épisode va nous montrer comment il tombe par hasard, par accident, sur des corps de personnes en costume napoléonien. Donc, en fait, il tombe sur un chantier d'intervention, en quelque sorte, du ministère, et il passe pour fou, et il risque de sombrer vraiment dans la folie face à une telle découverte. Et donc, il est recruté, en dépit d'une certaine tendance dépressive forte, puisqu'il vient de perdre sa femme dans un accident de voiture. Ça a son importance, puisque la série va développer une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a un outil tel qu'une possibilité de voyager dans le temps? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qui est juste de faire? Et forcément, face au décès de son épouse, il va être dans la désobéissance. Il va incarner vraiment la volonté d'utiliser les portes du ministère pour un profit personnel qui serait de sauver la vie de sa femme. Ce qui, attention spoiler, est un échec. Et donc, à nouveau, tout de même, il ne va pas rentrer dans le rang. Ce personnage va à nouveau essayer d'utiliser le ministère, mais cette fois non pas pour sauver sa femme, mais pour sauver des gens du passé grâce à ses connaissances médicales. Il va donc essayer de transporter, surtout sur des terrains de guerre, la guerre de Cuba, la guerre des Philippines, il va aller donc apporter son savoir médical pour sauver des vies et mettre à profit le ministère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une désobéissance, ce qui le met dans une situation d'égalité très forte par rapport au ministère. Il y a pourtant des personnes qui le couvrent, donc on voit à chaque fois qu'il y a énormément de zones grises dans la série au niveau de ce qui est juste, de ce qui est possible, et des personnes qui laissent enfreindre les règles. Et en même temps, ça pose une vraie réflexion. Hein. Je vois ici un élément intéressant qui est celui de vouloir transporter vers des sociétés du passé, ici, des avancées technologiques telles que la médecine pour les aider. On retrouve cette réflexion aussi dans la série Star Trek, plus historiquement, plus anciennement, et c'était la Prime Directive qui disait justement pour le personnel dans Star Trek qu'il ne pouvait pas transporter ou utiliser un savoir technologique extrêmement avancé sur des populations qui n'étaient pas arrivées à ce degré de développement et qui ne pouvaient pas ainsi transformer leur fil historique. C'est finalement sur l'idée de civilisation qui vivent dans une même époque, mais à des degrés différents, quand même une idée qui est développée dans Star Trek. Voilà. À travers le personnage, Julia, de Alonso de Entre-Ríos, vous avez évoqué ce fameux siècle d'or espagnol, hein, ce XVIe siècle où l'Espagne domine l'Europe et même le monde, dans un empire sous Charles Quint, que son secrétaire Gattinara disait, où le soleil ne se couche jamais. On voit bien à travers cette série que c'est une série très hispano-centrée. On voit apparaître des personnages qui sont européens, mais par le prisme de l'histoire espagnole. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant peut-être développer autour de cette thématique-là, de voir quels sont les moments qui ont été choisis justement par les showrunners de la série et peut-être aussi nous poser ensemble la question de savoir si cette série, elle ne peut pas s'exporter, j'allais dire, à l'international, puisque il faut quand même, pour la regarder, connaître un petit peu, même pas mal, l'histoire espagnole pour comprendre, vous l'avez dit, il y a plein de détails, il y a plein de clins d'œil, des choses intéressantes. J'en profite avant de vous laisser la parole pour souligner pour nos auditeurs et auditrices le podcast de notre ami André Loez, Parole d'Histoire, a consacré une émission au film que vous avez évoqué, hein, sur les tertios, sur À la Triste, et justement, podcast très intéressant, voilà, pour celles et ceux qui voudraient approfondir. Alors Julia, cet hispanocentrisme de la série, il est voulu. Quels sont les moments? Et aussi, peut-être, du coup, se poser la question de la difficulté de l'exportation de la série en dehors de l'Espagne. Alors,
Tout d'abord, c'est vrai que cet hispanocentrisme, c'est quelque chose qui a pu être reproché à la série, alors même, et c'est paradoxal, qu'elle est quand même très basée sur des sources plutôt anglophones ou américaines, même précisément, puisque les deux auteurs insistent sur le fait d'être redevables, que ce soit à Orwell, en premier lieu, avec 1984, ensuite, en particulier, une série des USA qui s'appelle Au cœur du temps et The Time Tunnel. Donc voilà, c'est une série des années 60. Donc voilà, il y a beaucoup de similarités avec cette série, que ce soit Philippe K. Dick ou aussi Doctor Who, qui est vraiment très très proche dans l'esprit, très humoristique de la série. Donc voilà, il y a vraiment un ancrage, pourtant une inspiration très forte venue du monde anglophone. Mais ensuite, sur la mise en œuvre effectivement des épisodes, sur le choix des thématiques, on va trouver une série qui va faire la part belle à la grandeur espagnole précisément, et non pas hispanique ou hispano-américaine du tout, mais on est vraiment sur l'Espagne. Alors ici, je voudrais renvoyer un très beau travail de Emmanuel Levaguerès, qui a publié sur la série. C'est un des rares travaux qu'on trouve qui sont en français justement sur cette série. Et voilà, en particulier ici, il souligne la difficulté pour un spectateur qui n'est pas espagnol à regarder une série où finalement ce sont des Espagnols qui apparaissent comme des personnages universels, majeurs et ayant un rôle fondamental sur l'histoire du monde. Alors, certains épisodes, comme vous le disiez, vont permettre d'inclure des personnages d'autres espaces, mais on va avoir par exemple la guerre d'indépendance qui va toujours être montrée, donc le point de vue espagnol, sur les entreprises napoléoniennes de conquête européenne, et donc forcément un point de vue très négatif sur les invasions napoléoniennes. D'autre part, on a l'entrevue de Hitler avec Franco à Hendaye. Donc là aussi, la Seconde Guerre mondiale est vue à travers ce prisme espagnol, ce qu'on pourrait aussi caractériser de nombrilisme un petit peu. On regarde l'histoire du monde, mais à travers une lorgnette espagnole. Alors, on a beaucoup de personnages étrangers. On a Houdini, on a aussi Hitchcock, par exemple, puisqu'on a une alternance. On a des épisodes plus guerriers sur des épisodes graves, on va avoir des épisodes plus légers avec du culturel, donc ça alterne. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours vu par ce prisme espagnol. Alors pourtant, cette série, elle s'exporte, elle fait des émules. Puisque, par exemple, au Portugal, il y a une série qui a été créée, Ministério do Tempo, qui est diffusée en 2017 pour la première fois à la télévision portugaise, et qui donc est la transposition. Donc on voit que pour pouvoir la diffuser au Portugal, il a été fait donc une réécriture de la série pour diffuser une histoire portugaise, pour le coup. Mais c'est aussi la toute première série espagnole dont le concept a été vendu en Chine pour, effectivement, encore une fois, une diffusion adaptée, cette fois, à l'histoire du pays. Alors, il y a des sous-titrages de cette série dans 20 langues différentes, du russe, chinois, italien, français et hongrois, ce qui montre qu'il y a quand même vraiment une niche de spectateurs étrangers, dont je suis aussi, qui sont intéressés par ces voyages de culture espagnole. Alors, ce qui a sans doute aussi aidé pour le succès de cette série, c'est la volonté des créateurs déjà de la série et puis ensuite de la chaîne RTVE, qui est la télé publique qui a diffusé. Ils se sont vraiment proposés de mettre en avant une transmédialité en unissant différents médias pour mettre en valeur la série. Donc, par exemple, il y avait sur le site officiel de la chaîne le Ministerio de Archivos, où le téléspectateur peut aller consulter des vidéos d'archives et des documents liés à chacune des séries. Ça a été mis en place dès la première saison. Et ce qui était intéressant, c'est de voir, par exemple, ici, sur ce site, le mot introductif qui va vous accueillir, c'est prononcé par le directeur du ministère du Temps. On a bien vraiment un brouillage très fort entre fiction et réel. Et ensuite, ils ont développé une application mobile qui est particulièrement intéressante et riche, une application mobile qui permet d'avoir accès à des informations en live au fur et à mesure de l'épisode. Et alors, on a des informations sur le fait historique qui est évoqué, sur la façon dont ça a été filmé, sur les effets spéciaux, le choix des costumes. Il y a vraiment toute la réflexion sur la mise en place de la série elle-même. Cette stratégie
qui permettait d'avoir différents médias à l'œuvre pour donner une résonance à la série. Ça a très bien fonctionné. Aussi, bien sûr, grâce à cette nostalgie et toute cette stratégie de connivence dont je parlais. Et donc, on a une communauté très forte de fans de cette série qui se sont unis pour la soutenir dans les moments difficiles. On les appelle les ministéricos, donc un mot valise constitué sur ministerio et histérico. Et donc, effectivement, cette communauté, elle a su être active pour soutenir la série, soutenir un personnage qui risquait de disparaître, par exemple. Et on en a vu les effets de façon très parlante avec des mots-clés en particulier ou des recherches qui se sont démultipliées ou effectivement, sur Twitter, on a vu tout d'un coup surgir avec beaucoup de force des conversations sur des personnages historiques tels que Lope de Vega ou Cervantes, Picasso, of course aussi, mais pardon, Lorca, Velázquez. Donc voilà, on a tout d'un coup une communauté qui parle aussi autour des sujets de la série, qui est vraiment active et qui recherche des informations complémentaires. Donc on voit bien que la série, elle est un moteur, un tremplin pour ensuite approfondir du savoir historique, ce qui vraiment montre cette dimension pédagogique réelle qui est derrière la série. Cela m'amène à évoquer avec vous, Julia, maintenant, peut-être la question de la réception de la série et du public. Véritablement, qui sont, vous l'avez dit, hein, ces spectateurs de la série, parce qu'il faut quand même, par rapport à tout ce qui est évoqué, vous l'avez dit, il y a des débats qui sont créés sur des forums ou sur les réseaux sociaux. C'est quand même des spectateurs qui ont peut-être un niveau d'instruction un petit peu élevé. Alors effectivement, le côté à la fois pédagogique et ludique de la série, on peut s'interroger sur qui va être intéressé pour ce type de série. Alors, premièrement, je voudrais déjà souligner que c'est déjà une série qui est accessible encore à présent sur le site internet de la télé espagnole. Il est en accès libre, toutes les saisons sont en accès libre, ce qui n'a pas été le cas, puisque justement face au succès rencontré par la première saison et l'élargissement progressif de l'audience, cette série qui au départ était en accès libre sur internet, après la diffusion à la télévision espagnole, ils étaient mis en ligne sur le site en rediffusion. Et par la suite, Netflix a acheté la série et pendant plusieurs années, elle a été rediffusée par Netflix et donc de façon payante. Et elle n'était plus alors accessible directement par tous. Alors, le public visé, il est plutôt jeune, effectivement, et il est plutôt relativement instruit. Mais on se rend compte finalement que malgré tout, la série, elle interpelle vraiment toutes les tranches d'âge finalement, avec tout un système de référence et de connivence, même aux années 70, aux années 80, avec de la culture populaire, de la culture pop, que ce soit des groupes de rock, de la movida. On va avoir énormément de références culturelles qui parlent et qui donnent un côté complice et qui fait plaisir. Ça joue beaucoup sur la nostalgie aussi de ce plaisir de revoir des modes plus ou moins passés. Alors forcément, j'ai un regard spécial sur cette série qui fait que je me demande toujours un peu comment elle peut être regardée par des personnes avec des points de vue très différents. Étant plutôt quand même dans l'enseignement et la recherche en histoire médiévale, j'ai beaucoup plus d'affection pour les épisodes qui portent sur cette période et c'est vrai que je regarde différemment les épisodes qui sont plus basés sur des périodes récentes. Donc voilà, c'est vraiment une série où ce public va pouvoir se reconnaître et se projeter. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça crée aussi un phénomène de cohésion, en quelque sorte. On est sur une série qui permet de créer du dialogue sur cette histoire récente de l'Espagne. Comme je le disais en introduction, ça permet aussi de créer, en quelque sorte, un vivre ensemble socialisant à l'échelle d'un pays tout entier. C'est vraiment une valeur ajoutée de cette série, de laquelle sont très conscients ses créateurs. Voilà, c'est Concepción Cascarrosa Virino qui a écrit à ce sujet et qui s'interrogeait sur l'impact social, pédagogique, politique que peut avoir une telle série qui a à la fois un côté vulgarisateur
qui en même temps transmet une certaine vision de l'histoire, mais qui permet aussi de créer du dialogue. On a vu se développer, donc, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de recherches sur les personnages historiques qui sont montrés. On a vu en même temps la Bibliothèque nationale en Espagne qui a aussi utilisé la série pour mettre en valeur ses collections et pour mettre en valeur ses expositions et les sujets qui sont abordés par la série. Donc voilà, c'est vraiment une série qui permet, en quelque sorte, de mettre en valeur différentes facettes de la société espagnole, puisqu'on a à la fois, bien sûr, l'appel à toutes ces grandes figures dont s'enorgueillit la culture espagnole. On a les grands créateurs en peinture, en littérature, etc., les grands personnages historiques, politiques. Et en même temps, on va avoir des héros qui sont des héros simples. Par exemple, je pense à Julián, cet infirmier dont je parlais, qui est un personnage qui a grandi dans un quartier très populaire, Carabanchel. Un autre personnage qui va prendre son relais ensuite, qui va rentrer dans le trio d'agents qu'on suit, s'appelle Pacino, comme Al Pacino. C'est un surnom lié, encore une fois, à cette culture des années 70 très forte dans la série. Et donc, lui, il vient aussi d'un quartier, Usera. Donc, ce sont des quartiers très populaires de Madrid. Et on voit justement que leur héroïsme s'ancre aussi dans cette origine très populaire, très simple, pour en quelque sorte revendiquer cette origine au sein même de la série. Donc, on voit une vision quand même assez engagée de l'histoire, puisque j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'on a des personnages très divers dans leur idéologie qui vont rentrer en dialogue, mais tout de même, en filigrane, la série offre une certaine vision de l'histoire et offre une certaine ligne quand même idéologique. On y lit quelque chose de plutôt humaniste, de plutôt progressiste. Je pourrais faire référence ici, par exemple, au poète Federico García Lorca, dont on sait, et c'est un grand drame de l'histoire espagnole, qu'il a été exécuté par les franquistes, et on voit la volonté de le prévenir ou de le sauver. Il y a énormément de tendresse dans le traitement de Lorca dans la série. C'est un personnage très important pour la culture espagnole, ce poète qui travaillait à l'alphabétisation des gens, qui avait un théâtre itinérant pour être auprès des plus simples. Et voilà, son exécution a été ressentie comme une immense injustice, une immense cruauté, et la série le fait revenir à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes. Il est très, très représenté avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, on le sent dans la série. Voilà, donc c'est pour dire que cette série quand même montre un certain discours idéologique. Elle va valoriser des personnages, comme par exemple, il y a un épisode sur les sin sombreros, les sans chapeaux, qui sont un groupe de femmes des années 20 qui refusaient de porter un chapeau dans l'espace public pour montrer que cela symbolisait à la fois l'oppression physique sur le vêtement et en même temps l'oppression mentale dont souffraient les femmes, et elles voulaient s'en libérer. Et ces femmes sont représentées aussi, encore une fois, avec beaucoup d'éloges dans la série. Et il y a différents épisodes comme ça où on voit bien qu'il y a la volonté de construire un certain discours, une certaine idéologie. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a cette idée de progressisme, d'humanisme, et pourtant c'est assez difficile à mettre en œuvre pour les showrunners parce que il y a l'idée, vous l'avez évoqué depuis le début, que ces agents sont là pour aussi protéger une certaine continuité, un certain immobilisme de l'évolution de l'histoire pour ne pas que les faits soient changés. Alors ça, c'est assez particulier à montrer. Et j'aurais aimé vous poser à vous la question, qui connaissez bien l'Espagne et qui connaissez bien l'histoire de l'Espagne. Vous avez évoqué notamment la période franquiste à l'instant. Cette idée-là de conserver l'histoire telle qu'elle s'est passée, il n'y a pas une certaine volonté quand même derrière nationaliste de mettre, j'allais dire, l'Espagne en avant, en priorité, voire même parfois peut-être, vous l'avez dit, avec García Lorca, qui finalement est assassiné malgré le fait qu'on veuille le sauver. Donc c'est un certain conservatisme peut-être aussi qui pourrait sous-tendre derrière ce qu'on voit dans la série. Alors, tout à fait. Ça a été l'occasion de beaucoup de débats entre différents publics de la série. Pour commencer déjà à fixer le paysage, il y a une inscription qui est en latin. Déjà, ça dit quelque chose, sur le mur du ministère, qui est un palais d'ailleurs qu'on peut voir, qui est maintenant un lieu de pèlerinage pour les fans de la série. Donc, il y a marqué sur ce mur « Tempus est quid est », le temps est ce qu'il est. Donc, c'est vraiment l'idée d'immuabilité, de fixité.
Et pourtant, c'est un principe qui va être sans arrêt démenti par la série. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre la première saison où ils ont souhaité instaurer, créer ce paysage, et l'évolution que la série prend par la suite, qui va venir contredire cet ordre qui est fixé. Alors, il y a plusieurs manières de recevoir la série. Le fait est que on peut quand même y voir la volonté insatiable dans l'action de ce ministère de maintenir l'histoire intacte, de préserver l'histoire. C'est le directeur du ministère du Temps, qui s'appelle Salvador Martí, le personnage, et dès le premier chapitre de la série, il dit « Nuestra historia no es la mejor posible, pero podría ser peor ». Donc, on ne peut pas intervenir sur l'histoire, c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est un topos des voyages dans le temps. On ne peut pas intervenir parce qu'en fait, on risque très fortement de faire pire. Donc, même si on est conscient des problèmes et des moments dramatiques de l'histoire, intervenir risquerait d'aggraver la situation, et c'est ce qui se passe en particulier pour un personnage qui, en souhaitant intervenir sur le passé, finalement aggrave la situation à un moment. Je ne peux pas le dire plus en détail cet épisode, mais donc il y a vraiment à la fois la façon dont la série chante les louanges de la culture espagnole. Donc on a ce nationalisme, effectivement, cette glorification de la culture espagnole, et en même temps ce conservatisme, cette façon de vouloir préserver l'histoire, la maintenir telle qu'elle. Ça pose de nombreux problèmes. Aussi, puisque c'est une conception de l'histoire fixiste, alors que nous savons que c'est un discours, qu'il évolue et qu'il est au contraire très mobile. Il faut être dans l'acceptation des évolutions. Alors, il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites de la série, mais ce ministère en particulier pose problème pour ce qu'il incarne. C'est une institution qui garantit la stabilité dans une société quand même de contrôle. Et je pense ici à Deleuze. Ce ministère peut un peu faire penser quand même au panopticon. C'est-à-dire qu'il sait tout, il voit tout, il peut intervenir à tout moment de l'histoire. Et donc, on a un contrôle et une surveillance qui sont exercés de façon secrète, puisque personne ne connaît son existence, secrète et silencieuse, mais quand même qui agit sur la vie de tous, puisque les répercussions sont universelles. Donc voilà, c'est l'action de ce ministère, elle peut déranger. Quand on regarde la série, à des moments, on se dit, bon, est-ce qu'il pourrait utiliser un petit peu mieux cette ressource des voyages dans le temps? Est-ce que ce n'est pas un petit peu... alors, je penserais ici à un concept qui est celui de fascisme de basse intensité, qui définit justement ces états où finalement le contrôle de la population, elle se fait comme ça de façon discrète, avec une pression psychologique, quelque chose de persuasif, de séducteur, et il y a vraiment un contrôle de tout, mais dans la discrétion. Et c'est vraiment ce qu'exerce ce ministère, qui a aussi une ligne d'action qui est très, très machiavélienne. La fin justifie les moyens, puis alors tous les moyens. On va voir effectivement des agents qui parfois vont transgresser certaines règles. Ils peuvent changer des éléments mineurs du passé à condition que soit maintenue la cohérence finale de l'épisode historique. Donc voilà, on va avoir éthiquement de nombreux problèmes qui se posent et que la série ne refuse pas de considérer en face. Voilà, les membres du ministère ont un pouvoir sur le passé. La question, c'est de comment l'utiliser. Et ils ne peuvent pas l'utiliser librement. Ils sont maintenus dans un système très strict qui paraît injuste. Beaucoup de personnages s'en plaignent et cherchent à y échapper à de nombreuses reprises. Et on va voir un groupe terroriste donc, qui va en quelque sorte surgir, qui va émerger de ce ministère lui-même. C'est un groupe terroriste qui souhaite justement utiliser autrement les portes qui voyagent dans le temps et transgresser ces règles. Et au début, on les voit comme mauvais et très, très rapidement, on les perçoit plutôt comme des victimes d'une oppression qui sont face à ce même dilemme moral de l'utilisation de cette ressource et qui cherchent à trouver d'autres réponses finalement que le ministère lui-même. Donc il y a vraiment la question du libre arbitre des agents de la patrouille, du respect de l'autorité, de l'application des règles, ce qui dans une société qui a connu quand même une société fasciste, dictature, etc. très récemment, ça pose beaucoup de questions sur l'obéissance au règlement, sur les dilemmes moraux qu'on rencontre et comment s'en arranger, comment aussi trouver des zones grises, des zones d'ombre pour pouvoir agir malgré tout, trouver une permissivité au milieu des règles. Évidemment, c'est l'idée d'apporter des médicaments et des soins médicaux qu'on va retrouver, j'en parlais tout à l'heure pour Julian, et aussi le questionnement des agents face à la nécessité qui leur est faite de ne sauver que le personnage historique qui est central. On va les envoyer en mission dans le passé, ils doivent sauver uniquement le personnage qui a permis à l'histoire d'être ce qu'elle est, ce qui en quelque sorte nie
le rôle de tous les personnages secondaires. Est-ce que l'histoire est faite par des héros? Est-ce qu'effectivement, comme dans les livres d'histoire un peu simplistes, on a un personnage qui fait basculer complètement les événements et ça nie en fait aussi l'influence de tous ces anonymes qui malgré tout sont autour? Est-ce que si telle personne ne s'était pas dressée contre une invasion militaire, contre un attentat, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre qui l'aurait fait à ce moment-là? Donc il y a toutes ces questions d'histoire-fiction qui s'entremêlent avec effectivement la question de l'esclavage aussi, quand les personnages interviennent à Cuba en particulier, et donc la question de quelle est la valeur de la vie d'un humain lambda. Est-ce qu'il faut sacraliser à ce point les grands personnages de l'histoire? Est-ce que c'est pas une vision très fausse? Et la série permet d'ouvrir cette réflexion au grand public, ce qui est quand même très intéressant. De voir un petit peu ce que valent toutes ces vies à l'écran, provoque une émotion très forte chez le spectateur et rappelle que l'histoire, on l'a fait tous ensemble. Donc, c'est assez intéressant. Donc, voilà, il y a eu des débats intenses sur la posture idéologique de la série. Je pense à Jaime Alvar Esquerra, qui est un professeur de Madrid, pour qui la série est très critiquable. Elle a un concept simpliste et immobiliste de l'histoire. Donc, voilà, il lui fait ce reproche. Et je pense quand même que c'est dû au fait qu'il écrit au tout début de la série et que face à la première saison, je comprends qu'on puisse penser ça, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe et on échappe au manichéisme. Il y a vraiment un champ réflexif qui s'ouvre au fur et à mesure qu'on avance. Par exemple, je pense au tout premier épisode de la saison 2. C'est un épisode qui porte sur le Cid, le grand personnage historique du Cid, qui est en même temps un personnage légendaire. Tiempo de leyenda s'appelle l'épisode. Et donc, c'est un mythe national qui est très cher au franquisme. Et le franquisme a justement construit idéologiquement sur le mythe de ce personnage, que déconstruit assez habilement l'épisode. Donc, il y a vraiment un travail intéressant sur mythe et réalité, sur ce qu'est la vérité historique. Pour un petit peu donner une précision sur cet épisode-là, on va avoir le vrai Cid qui va être tué par accident, d'ailleurs par la faute d'un agent du ministère. Et donc, l'agent du ministère, pour expier sa faute, en quelque sorte, va prendre la place du Cid sur place et se mettre à vivre donc, dans le Moyen-Âge castillan. Et ça pose beaucoup de questions. Déjà, on a donc cette espèce d'idée sacrificielle. Hein. Ce sont quand même des fonctionnaires au service d'un ministère, mais ils doivent quand même se donner corps et âme à leur travail au point d'abandonner leur famille pour aller vivre quelques siècles en arrière. Ça pose quand même déjà des problèmes. Et d'autre part, il va se baser pour jouer le rôle du Cid sur des textes de littérature, sur El Cantar de Mio Cid. On va donc avoir des textes qui sont épiques, qui glorifient ce personnage, qui sont très, très mythifiés. Et c'est ainsi qu'il va jouer son rôle. Et finalement, c'est tout à fait faux. Et c'est notre personnage d'Amélia, qui s'y connaît suffisamment en histoire pour distinguer la littérature et la fiction du réel, qui, quand elle va voir ce faux Cid, va tout de suite comprendre, puisqu'il cite, il parle avec la langue de cette œuvre littéraire et pas du tout il n'est pas du tout crédible à ses yeux. Et donc voilà, on voit ici à quel point la série offre un support de réflexion historique très, très fécond, finalement. Et les clés, je pense, sont accessibles à beaucoup de personnes. Il y a vraiment tout un différents degrés de référence qui sont tout à fait accessibles. Vous évoquez ce personnage qui va prendre la place du Cid. Alors c'est très intéressant parce que j'allais maintenant intervenir pour vous poser une question autour de l'idée qu'il y a constamment dans cette série-là une certaine mise en abîme, c'est-à-dire, vous l'avez dit, hein, on a les personnages qui évoquent eux-mêmes certains textes par lesquels on les connaît. Alors est-ce que vous pourriez développer autour de ça, autour de ce qui peut parfois même apparaître pour nous presque humoristique dans la façon dont c'est joué, et nous dire s'il n'y a pas finalement, vous avez commencé à le dire, une certaine dimension réflexive dans cette série? Effectivement, il y a tout un ensemble de ressources mises en œuvre dans la série pour rendre crédible, et c'est pas évident de rendre crédible les voyages constants dans le temps, puisqu'on passe d'un espace à l'autre, d'un temps à l'autre très très fréquemment. Le fait est que le simple fait de passer à travers une porte transporte à une autre époque, ce qui ne laisse pas vraiment beaucoup de place à ce voyage, en quelque sorte. C'est trop brutal quelque part. Et donc effectivement, il y a tout un travail sur le costume, déjà, pour donner à voir les différentes époques. Et on va se retrouver dans les couloirs de ce ministère qui fait très, très administratif. Alors, il y a la petite cantine, il y a les bureaux, il y a des secrétaires,
donc le type d'éclairage, le type de décor, joue sur cette connivence un peu moqueuse où on a des fonctionnaires sur leur petit bureau en formica avec des néons, tous en petits costards, et ils sont en train de se plaindre de la non-revalorisation du salaire des fonctionnaires en Espagne, des impôts et du gouvernement. Ça fait référence à tout un ensemble de mesures dont ont souffert les fonctionnaires réellement en Espagne face à la crise économique assez récemment. Donc, il y a beaucoup comme ça de clins d'œil. Et en même temps, donc, dans ces couloirs très, très de façon presque parodique, on voit un ministère avec ses petits fonctionnaires. Et en même temps, dans les couloirs passent donc différents agents qui se rendent ou reviennent de plein d'époques. Donc, on va avoir le même couloir avec quelqu'un en tenue du XVIe siècle, en tenue de l'Antiquité. On va avoir des hommes en peau de bête qui viennent de la préhistoire, et on va avoir quelqu'un qui passe en costume de Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tous ces personnages traversent le couloir. Ça a déjà une portée comique assez forte. Et en même temps, ça montre de façon assez intéressante ce tissu aussi historique. C'est comme un livre d'histoire dont on tourne les pages. On a tous ces personnages qui se mélangent. Le fait est que donc, pour rendre crédible la circulation dans ces espaces et ces moments, je parle d'espace aussi, c'est important de le prendre en compte. Je ne l'ai pas dit au début, c'est que ces portes ouvrent forcément sur des territoires qui sont sous l'autorité espagnole à ce moment précis. Et donc, ça pose plein de questions et de problèmes historiques, puisque certains espaces appartenaient à l'Empire espagnol, puis ensuite n'y appartenant plus, la porte n'y mène plus, la porte ne fonctionne plus, ce n'est plus espagnol, et donc ça marche pour, par exemple, les Philippines. À un moment, un personnage est coincé dans une guerre là-bas, et il n'est pas accessible, puisque il y est resté coincé après la perte de cet espace. J'avance sur ça, mais c'est pour dire que les espaces aussi sont très importants. Parmi les éléments qui servent à garantir la vraisemblance en quelque sorte de ces voyages, il y a aussi donc le langage, et en particulier Alonso de Entre Ríos, qui vient du XVIe siècle, va avoir une langue très fleurie. Il va avoir vraiment un ensemble d'expressions assez incompréhensible pour les autres. Il va parler avec des formes grammaticales anciennes. C'est vraiment quelque chose d'assez fidèlement reproduit. Et bon, pour quelqu'un qui a l'habitude de lire des textes de l'époque classique, c'est vraiment fascinant d'entendre à la télé ce mélange de langue classique avec d'autres personnages venus d'autres époques qui tous dialoguent ensemble. C'est vraiment un document intéressant sur cette richesse de la langue et son évolution à travers les époques. Donc, l'humour, c'est aussi quelque chose d'important et qui accompagne très très bien cette dimension réflexive, en particulier donc avec les anachronismes qui sont très contrôlés, qui sont des clins d'œil aux spectateurs cultivés qui se réjouissent d'avoir compris. Donc c'est un effet de connivence très fort. On va avoir par exemple une enluminure médiévale qui est retrouvée, où va être démasqué le fait que le personnage d'Alonso a commis une vraie bévue, puisqu'en fait, il a utilisé une moto pour aller plus vite à un moment au Moyen-Âge, et donc un enlumineur a reproduit la fameuse image avec la moto. Voilà, ce sont des petits moments comme ça assez divertissants. D'autres moments sont un peu plus difficiles à saisir, sans doute, pour les spectateurs qui ne sont pas espagnols. Un épisode tel que El tiempo es el que es, donc, qui est consacré en particulier à 1808 et la guerre d'indépendance avec le personnage d'El Empecinado. On a le personnage de Julián, du XXIe siècle, l'infirmier, qui va se souvenir d'une série espagnole, Curro Jiménez, une série de la fin des années 70 espagnole qui a eu énormément de succès, 40 épisodes, etc. Et donc, l'acteur principal, qui était donc qui était Sancho Gracia, avait à l'époque donc convaincu le chef du gouvernement de maintenir cette série à l'écran. Et cet acteur, en fait, c'est le père de l'acteur qui joue Julián. Donc on va avoir le personnage de Julián qui vante cette série, qui se souvient de cette série, dont son propre père était le héros. Donc on a aussi sans arrêt des références à la vie réelle des acteurs qui transparaît à travers leurs personnages. C'est une spirale qui est assez divertissante. En même temps, ça peut sembler un peu stérile aussi, mais on a donc beaucoup de liens avec la série Isabelle, puisque toujours cet acteur qui joue Julián, mais c'était lui qui jouait le roi Ferdinand d'Aragon, l'époux de la reine Isabelle dans la série. Et donc, on va le retrouver aussi il y a beaucoup de références à cette série qui transparaissent au fil des épisodes.
J'aimerais qu'on voit maintenant ensemble, Julia, si vous le permettez, la question qui est très intéressante, hein, qui est sous-tendue dans cette série. Vous l'avez dit au fur et à mesure, notamment tout à l'heure avec le personnage de Garcia Lorca, du système de valeurs qui est mis en avant dans cette série. Vous avez bien démonté l'idée finalement qu'elle n'est pas immobiliste, qu'elle n'est pas nationaliste et que transparaissent des valeurs d'aujourd'hui finalement, mais analysées, enfin ces valeurs d'aujourd'hui qui analysent plutôt, pardon, ces événements du passé, notamment, vous l'avez dit, l'humanisme, le progressisme, mais aussi, pourquoi pas, et je pense toujours à Garcia Lorca, qui a été exécuté en partie pour ça d'ailleurs, la question notamment de l'homosexualité. Oui, c'est vrai que je le disais, il y a une certaine ouverture, un humanisme et une dimension progressiste dans l'idéologie qui est mise en œuvre par la série, alors même qu'elle va porter au nu des épisodes qui sont quand même voilà, des marronniers de la grande histoire nationaliste, c'est les épisodes de la fierté et de l'identité espagnole. Donc voilà, il y a cette dialectique qui peut-être peut un peu gêner parce qu'on se dit justement que dans la diversité des réceptions qui sont faites de la série, finalement, quelqu'un de plutôt âgé ou quelqu'un de plutôt conservateur ne va retenir de la série que cette mise en exergue des épisodes glorieux de la grande Espagne classique, l'Empire espagnol, etc. Et d'un autre côté, une personne qui est un peu plus voilà, jeune ou progressiste va peut-être davantage retenir. Donc, il y a quand même cette polyvalence, cette plurivocité qui est au sein de la série et qui finalement est assez intéressante puisqu'on pourrait au contraire se dire que le fait que différentes focales soient adaptées comme ça sur ce discours historique, ça offre une certaine épaisseur puisqu'on va avoir des points de vue très différents de personnes issues de milieux sociaux, des personnes de genres différents, des personnes d'éducation différentes et ils vont chacun prêter en fait attention à un épisode historique espagnol. Donc on va avoir le regard porté sur une guerre, le regard porté sur un artiste, et donc voilà, à chaque fois ça permet un petit peu quand même d'offrir différents discours. Donc ça c'est assez enrichissant finalement. Et au niveau du système de valeurs qui est mis en place, je le disais, les agents offrent une grande diversité de profils et on va avoir une acceptation aussi de leur parcours. On va avoir, je pense à ce personnage de Irene, qu'on découvre un peu plus tard dans la série, qui est quand même un personnage très complexe, dont on découvre qu'elle vient des années 60, où elle était très opprimée, très brimée par un mari violent, un personnage même psychologiquement voilà, qui l'humiliait, etc. Et donc on a ce personnage qui va trouver son envol grâce au ministère, puisque elle a même essayé de se suicider. Finalement, le ministère la sauve au moment de son suicide pour lui offrir une nouvelle vie libre, loin de ce mari. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est homosexuel, Irene, et que dans les années 60 de l'Espagne franquiste, bien évidemment, elle était dans une situation où les femmes n'avaient aucune liberté, et alors homosexuels encore plus difficilement pouvaient vivre leur vie. Et finalement, le ministère lui offre de vivre dans ce 21e siècle où c'est tout de même beaucoup plus simple pour elle de s'accepter et de vivre heureuse. Et donc, le spectateur est vraiment heureux de pouvoir voir ce dénouement et la suite de la vie de ce personnage, voilà, qui va, grâce à ce déplacement dans le temps, finalement, trouver une société qui lui soit plus accueillante, plus acceptante. Et ça fait partie de très nombreux fils narratifs de tous ces personnages secondaires qui, à chaque fois, interrogent vraiment le temps, l'évolution d'une société aussi, les valeurs qui bougent dans une société. Donc ça, c'est vraiment un discours intéressant puisque finalement, ça s'adresse toujours au spectateur qui peut avoir connu ces années 60, de moins en moins des années 70, et qui à chaque fois va voir aussi la vitesse à laquelle une société peut finalement grandir ou se développer et accepter d'autres comportements. Vous le savez peut-être, Julia, dans Histoire en série, on s'intéresse beaucoup à l'utilisation des séries dans la pédagogie et d'ailleurs, une thématique du podcast, on a développé avec Fabien Vergès notamment, qui est inspecteur pédagogique à Toulouse, une série d'émissions qui s'appelle Enseigner avec les séries et là, on est face, j'allais dire, quasiment à un cas d'école pour ce qui est en tout cas de l'histoire de l'Espagne puisque cette série, El Ministerio del Tiempo, c'est une série qui
a reçu un vrai accueil positif de la part des enseignants en Espagne et d'ailleurs dans les pays hispanophones et peut-être aussi en France dans tous ceux qui enseignent l'espagnol. Je pense notamment à ceux qui font de l'histoire en espagnol pour le Bachibac. Voilà, il y a là aussi un vrai terreau à utiliser cette série-là parce que, vous l'avez dit, il y a une vraie plongée ludique d'ailleurs dans l'histoire de l'Espagne. Alors, la série du ministère du Temps est énormément utilisée dans le secondaire en Espagne et dans tous les pays hispanophones, en particulier en Amérique. Et le créateur lui-même de la série s'en réjouit, voilà, constatant en fait finalement que des personnages qui étaient totalement oubliés ou inconnus ressurgissent aussi. Et donc, je ne voulais pas caricaturer tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont sur des personnages ou des événements très connus, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on apprend beaucoup de choses sur des épisodes beaucoup moins connus. Et voilà, tout à l'heure, j'ai parlé des Sin Sombreros. On va avoir des personnages qui méritent une réhabilitation et une plus grande diffusion dans la société à grande échelle. Donc, la série se veut didactique. Donc, il y a vraiment un souci de ne pas trahir la vérité des épisodes. Et en même temps, c'est une fiction. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à accepter ce mélange. Finalement, on a l'impression qu'une série purement historique, dans sa retranscription des événements, elle devrait être extrêmement fidèle. Et en même temps, ici, c'est de la science-fiction, c'est des voyages dans le temps avec énormément de personnages fictifs qui traversent ces épisodes en essayant de ne pas trop intervenir. Donc, ils vont rencontrer des personnes du passé, ils vont leur parler, mais sans jamais dévoiler, bien sûr, le secret de ce qui leur permet de voyager. Et donc, on va avoir quand même l'acceptation de ce côté fictionnel qui est justement le sel qui fait qu'on peut regarder de façon très divertissante des épisodes qui vont nous parler de la guerre d'indépendance ou du rôle de l'Espagne sur la scène internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens se sont vraiment emparés de la série. Alors, je le disais, il y a cette application qui permet en direct d'approfondir les épisodes et d'avoir accès à des documents d'archives. Donc voilà, ça permet vraiment de regarder l'épisode tout en ayant ces contenus qui sont apportés. Et d'autre part, voilà, il y a plein d'enseignants qui ont créé des activités à partir de la série, qui les mettent en ligne. Donc, il y a un dialogue très fécond qui se crée entre des enseignants de toutes sortes de niveaux et venus de pays très variés, puisque pour des personnes qui apprennent l'espagnol comme langue étrangère, c'est aussi un support très, très fertile pour pouvoir avoir à la fois ce côté divertissant et en même temps une culture générale très, très riche. Il y a le cas d'un professeur d'espagnol du secondaire qui a même créé un jeu à partir de la série, donc avec une aventure qui transporte ses élèves au Guatemala en 1540, avant le voyage de Bartolomé de las Casas, et donc juste au moment où il doit effectivement s'entretenir avec l'empereur Charles Quint. Et voilà, on va avoir toute une réflexion sur le despotisme, sur le traitement qui est fait des natifs américains. Et voilà, on a vraiment l'idée de devoir agir sur le passé pour essayer de sauver Bartolomé de las Casas dans ce jeu qui a été fait. Donc, l'intérêt pédagogique, il est réel. Toutefois, ça pose quand même des problèmes. En particulier, c'est vrai qu'on se dit qu'une série historique, ça relève du travail de mémoire. Mais ici, face à une série, on a plutôt l'affect qui l'emporte sur la raison. Alors, il faudrait distinguer effectivement le travail de mémoire et le travail d'histoire, qui sont deux démarches qui ne doivent pas être confondues. Elles diffèrent grandement dans leurs principes. Je citerai ici Pierre Nora, entre mémoire et histoire, pour cette réflexion, qui est vraiment très importante pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on reproche à cette série. C'est une série, ce n'est pas un cours d'histoire et ce n'est pas un livre scientifique, donc effectivement, on va l'accepter telle qu'elle est. Le fait est que c'est fait pour être un divertissement, ça porte un contenu historique, ça le permet de le divulguer et d'élargir l'audience qui va s'intéresser à ces sujets, mais parce que ça se base forcément sur l'émotion, sur le divertissement et sur la fiction. Alors, il y a un très bon article de Ioannis Deroïde qui travaille sur les séries historiques entre fiction et réel, plutôt sur le monde anglo-saxon, un article de 2012. Je laisserai les lecteurs s'y référer, mais effectivement, ça permet de voir qu'il ne faut pas espérer d'une série les mêmes critères de rigueur, de rationalité et surtout de neutralité qu'on attend d'un historien. Un
l'historien est censé être neutre et chercher une vérité objective. Et voilà, il y a un souci de rigueur qui ne peut pas être le même que dans une série. Donc finalement, quand on regarde la série, si on accepte ce jeu de la fiction, on se rend compte que c'est un très très bon support pédagogique. J'ai en particulier encadré un mémoire de master. Maureen Lair a travaillé sur justement l'épisode avec le CID et elle a mis en place pour ce mémoire plusieurs séquences de travail avec des élèves du secondaire pour montrer comment l'exploiter. Et c'était intéressant de voir justement quels sont les obstacles rencontrés au niveau de la connaissance, comment rendre cet épisode plus accessible pour des Français. Et c'est finalement très accessible parce qu'il y a tout ce jeu de connivence et de référence. Ils sont habitués à regarder des séries, ce type de montage, les personnalités qui sont en œuvre sur les personnages et les interactions, ils les connaissent, ça correspond à certains schémas narratifs des séries et ils arrivent très vite à rentrer dans les histoires, même si c'est juste sur un fragment d'épisode. Donc c'est un très bon support pédagogique, ça c'est évident. Julia Roumier, merci pour cette présentation exhaustive de cette série qui est à découvrir véritablement pour s'intéresser à l'Espagne, pour découvrir une certaine vision, vous l'avez dit, assez ludique d'ailleurs, de l'histoire de l'Espagne qui mène à la fois science-fiction et récit historique. Donc c'était très intéressant de voir ça. Alors vous avez proposé, vous l'avez dit, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet à la page de l'émission histoireensérie.com et puis si vous voulez suivre notre actualité, n'hésitez pas à rejoindre sur Facebook le groupe donc d'Histoire en série et à nous suivre sur l'autre réseau social Twitter sur @HistoireSérie. Vous aurez comme ça les différentes parutions de notre podcast, les émissions à venir et puis parfois des références bibliographiques qui sortent sur les séries. Vous avez notamment évoqué effectivement le travail de Ioannis de Roide sur les séries anglophones avec il est déjà intervenu 2 fois dans l'émission pour parler de séries anglaises sur le XXe siècle. Donc son livre L'Angleterre en série montre, vous l'avez dit en conclusion, le grand intérêt aujourd'hui qu'il y a de voir des séries, de travailler avec des séries et votre travail en tant que maîtresse de conférence, Julia, habilitée à diriger les recherches, d'avoir dirigé là aussi un mémoire sur une série, ça prouve bien qu'aujourd'hui il y a véritablement de la recherche qui se fait autour de ça. C'est très intéressant. Alors vous retrouverez le résumé de l'émission, comme toujours, sur notre partenaire nonfiction.fr où vous aurez les liens pour aller écouter le podcast sur les grandes plateformes habituelles et aussi pour celles et ceux qui aiment l'écouter dessus sur YouTube. Julia, encore une fois, je vous remercie de nous avoir emmenés en Espagne. On n'avait pas fait beaucoup et j'espère que ça sera dans cette 3e saison corrigé parce que, vous l'avez dit en introduction, il y a beaucoup aujourd'hui de séries espagnoles qui sont très bien et en dehors d'ailleurs aussi du gros blockbuster La Casa de Papel, d'autres séries qui reviennent sur l'histoire de l'Espagne. Peut-être qu'on en évoquera une autre cette année avec vous. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.